En ce moment, à la fois sur les mobiles, et en même temps, vous êtes en train d'expérimenter un livre qui se prend pour un jeu vidéo. Vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Alors, l'idée, moi, en tant que designer graphique, très rarement, on se pose rarement la notion d'usage et d'objet, puisqu'on travaille sur des objets papier d'un livre, on ne se repose pas trop souvent, en tout cas on ne se posait pas avant la question de l'objet. Un livre, ça commence par la première de couve, on a la quatrième de couve à la fin, on se feuillette, voilà, l'interface est assez simple. En travaillant de plus en plus, moi, alors, soit par exemple pour Nokia, pour la téléphone portable, en ce moment pour Orange Valley, sur d'autres projets de prototypes, où là on est obligé, l'interface graphique, aussi, même si ça reste sur un écran, on est obligé de penser à la manière dont on va utiliser la télécommande, dont on va utiliser le téléphone, la manière dont on va le prendre dans la main. Par exemple, sur les téléphones Nokia, il faut naviguer uniquement par le pouce, l'interface. Ce n'est pas une souris, ce n'est pas un joystick, là c'est juste le pouce. Donc on est obligé de penser l'interface graphique ou le design graphique qu'on est en train de travailler en adéquation avec la manière dont on va interagir physiquement. C'est là où c'est intéressant, c'est que tout d'un coup, vous dites « Ah !» Oui, c'est comme les gens qui font des pop-up pour les livres pour enfants, voire pour adultes, en pop-up, c'est-à-dire tout d'un coup on se pose la question, la manière dont je vais ouvrir la page, et là tout d'un coup j'ouvre la page et des choses vont sortir où je vais manipuler, je vais devoir manipuler. Les gens des jeux vidéo, par exemple, sont intéressants parce qu'ils se posent, les Nintendo en premier, c'est-à-dire qu'ils, comme ils fabriquent à la fois le hardware et le software, ils se posent des vraies questions sur dire, tiens, si j'invente un système une Wiimote, par exemple, c'est-à-dire que j'analyse le mouvement, j'ai la vitesse d'accélération et la position, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme interaction au niveau de l'écran, voilà. Et donc, c'est des allers-retours, alors parce que ça fait quand même presque 40 ans, 38 ans exactement, qu'on est juste avec une interface clavier-souris. Et là, tout d'un coup, on arrive à avoir des interfaces un peu plus ouvertes. Les interfaces d'entrée, en fait, s'ouvrent de plus en plus, sans jeu de mots. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouveau métier qui est le designer, l'art designer multi-support qui commence à émerger? Oui. Tout comme il y a des level designers dans les jeux vidéo, il y a des sortes de choses assez particulières, alors qui reprennent le designer, par exemple, on va dire d'interactivité ou des choses comme ça reprend des notions de design industriel, design objet, d'usage, et de design graphique, puisqu'il y a la notion de lisibilité, typographie, on est sur une image quand même si elle est mouvante et manipulable, c'est quand même une image. Donc en fait, on a plusieurs, puis l'ergonomie aussi, bien sûr, sans parler de la partie technique. Donc on a plusieurs corps de métier comme ça qui commencent à se rassembler, et à mon avis, oui, ça commence à devenir un nouveau métier. Ça commence en fait, puisqu'il commence à y avoir des livres dessus, mais il n'y a pas beaucoup de choses très très développées dessus, et c'est plutôt des gens que ça intéresse qui arrivent dessus. Voilà, si on compare aux jeux vidéo, c'est ça, c'est les level designers ou les spécialistes du gameplay qui travaillent ni sur le graphisme ni sur l'art technique, mais ils vont travailler sur une partie très très fine et très pointue. À quel moment on a plaisir à jouer et pourquoi c'est intéressant de vouloir continuer de jouer. Voilà, des choses comme ça. Pour continuer sur le plaisir, en ce moment, qu'est-ce qui te fait le plaisir en termes de travail, d'écriture, je ne sais pas, de recherche technologique? Là, en ce moment, alors là, je l'ai montré, voilà, je m'amuse beaucoup avec mes petits livres. C'est-à-dire, l'idée, c'était de repartir sur le livre, tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, j'ai une couverture, j'ai un objet qui est manipulable, je peux feuilleter, c'est-à-dire la notion de pouvoir feuilleter le livre, le papier, la texture du papier, mais en essayant de remettre à l'intérieur de ce livre classique, de cette interface classique, des notions d'interactivité qu'on a pu apprendre depuis 20-30 ans. Qu'est-ce qui me fait, voilà, j'en parlais, la notion du temps, la notion du mouvement, est-ce que je dois secouer mon livre, la position du livre peut être signifiante, tout comme la position d'un téléphone, par exemple, vous pouvez vous dire, je ne sais pas, mon téléphone, dès que je le mets à l'envers, par exemple, il se met sur silence, ou mon téléphone, dès qu'il sonne, dès que je le prends dans les mains, il s'arrête. Ça ne se fait pas, on se demande pourquoi, parce que c'est tout à fait possible techniquement. Donc d'avoir ce rapport avec l'objet physique et de dire, tiens, tout comme, je ne sais pas, quand vous serrez les mains à quelqu'un ou quand on parle à quelqu'un, il y a les yeux qui clignent ou qui font juste ça, il y a une communication non verbale, d'essayer de trouver des communications beaucoup plus fines avec des machines, en fait, et qui permettent justement d'ouvrir et d'être de plus en plus fin, et puis essayer de mettre un peu d'émotion ou d'originalité dans ces supports. Donc on réhumanise la machine, oui. Et en même temps, donc, il y a toute cette espèce de créativité. Donc il n'y a pas frustration. Ah non, voilà, moi je suis plutôt optimiste de nature. En plus, j'ai des gentils clients, comme je dis. Non, mais j'ai des gens qui nous font en ce moment, travaille avec des gens qui nous font confiance, comme Nokia, comme Orange, comme Chanel en ce moment, voilà, qui viennent nous voir parce qu'ils nous disent, tenez, voilà notre problématique, voilà notre univers. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comme Miyake, où j'ai pu montrer, voilà ce qu'on fait, voilà la manière dont on se présente. Comment
pourrions-nous développer ça d'une manière intelligente et respectueuse de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en face, on essaye de communiquer avec lui d'une manière honorable, voilà, contrairement par exemple au site de la SNCF et des trucs horribles comme ça. Voilà. Non, mais par exemple, il y a des sites, c'est des vraies punitions d'y aller. C'est vraiment horrible. Enfin, la télé, on ne vous oblige pas à y aller. Il y a des sites qui sont des sites de service, vous êtes obligé d'y passer, mais c'est vraiment, voilà, un jour, ça se paiera. Mais voilà. Mais non, mais voilà, donc, je rigole là-dessus, mais c'est vrai que d'essayer de trouver des choses plus ou moins innovantes. C'est pas innovant pour être innovant, mais c'est d'essayer de trouver des systèmes d'interaction entre une machine et un être humain plus ou moins sympathiques, on va dire, ou moins normés tels qu'on l'a actuellement, en fait. Et dans le secteur, qu'est-ce qui te désole en ce moment? Oh ben là, le secteur en ce moment, c'est justement le formatage. C'est-à-dire qu'en ce moment, n'importe quel site, quel que soit le sujet, vous avez le logo en haut à gauche, le menu tout en haut, tout est formaté par Google. C'est-à-dire que toute la manière dont est structuré des sites web actuellement, tout est fait pour que ça soit référencé par rapport aux algorithmes de Google. Enfin, c'est quand même surréaliste. Hein. Google façonne la manière dont on parle même sur le web, la manière dont on répète le mot, la manière dont on met en gras les mots, la manière dont on met les chapeaux. Enfin, quand on y pense, hein, par exemple pour des rédacteurs, c'est que Google en plus. Il n'y a pas de concurrent par rapport aux supposés algorithmes de Google, parce qu'ils sont secrets ces algorithmes. C'est comme la formule de Coca-Cola, elle est secrète. Donc on essaye de structurer les sites. En même temps, on a des outils de plus en plus performants, mais qui quand même vous formatent beaucoup. Ça s'appelle des frameworks, hein, quand même, des cadres de travail. Et puis aussi, ce qui me désole, c'est qu'on a par exemple Google Earth, où on a le web qui est quand même une chose absolument incroyable. Et puis on n'a toujours pas, alors là je parle en tant que typographe, on n'a toujours pas le multicolonnage, on n'a pas les césures, on n'a pas les approches de lettres qui sont tout à fait honorables sur un écran. C'est-à-dire que la brique de base, la lettre, parce que tout le web est basé sur le texte, hein, les moteurs de recherche ne travaillent que sur le texte, on navigue que par le texte, pas par les images, et ben la brique de base, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on nous impose l'Arial, qui est juste la pire typo qui existe. Bon, il y a la Comic Sans aussi, hein, dans le pire, mais voilà, on a des typos, des polices de caractère qui ne sont pas du tout faites pour l'écran, qui ne sont pas pensées pour. Bon, ça évolue un tout petit peu, mais quand même. Et puis, je ne sais pas, l'invention du multicolonnage, par exemple. Vous voyez, on a des écrans horizontaux, mais on a des sites verticaux. On se dit, c'est bizarre. Hein, on navigue dans des sites comme ça. Le multicolonnage, ça a été inventé au Moyen-Âge. C'est pas pour rien, c'est qu'on a du mal à lire des grandes lignes. Donc tout d'un coup, on fait des colonnes, on lit beaucoup plus facilement une petite colonne, et puis après on remonte. C'est un vocabulaire, c'est 18 siècles que ça existe, on ne l'a toujours pas sur le web. Voilà, alors ça m'énerve, là. Non, mais et c'est de la faute des designers, parce que qui c'est qui s'occupe du W3C ou des choses comme ça, qui essayent de normer tout ça? C'est des ingénieurs, que j'adore, enfin, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas leur rôle. Et les gens de la typographie, du design, du contenu, on va dire plus général, ne se sont pas assez impliqués dans ces réunions très très importantes pour dire si c'est important le multicolonnage ou la césure, la coupure des mots, c'est très important parce que c'est pas parce que c'est plus joli, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique à lire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits entre un caractère mal composé une page mal composée, une page bien composée, vous lisez jusqu'à 25% voire 30% plus vite une page bien composée. Hein. C'est pas pour rien que Libération ou Le Monde font travailler des typographes sur la typo, qu'il y a des milliards de tests, parce que tout d'un coup, c'est comme un bon film, le montage, vous ne le voyez pas. Hein. Une bonne typographie dans un journal, quand vous ne vous dites pas « ouais, la typo, elle est bizarre », non, c'est que tout va bien, ça glisse. Et en plus, on lit beaucoup plus vite les choses qu'on a déjà vues. Donc, par exemple, on lit beaucoup plus facilement les minuscules. On est plus habitué à lire des minuscules. C'est pour ça qu'on se demande toujours, les Européens, hein, il n'y a que les Français, on a les panneaux d'autoroute en capitales, ce qui est complètement idiot, puisqu'on lit moins vite les capitales que les minuscules. Voilà. Si vous allez en Allemagne ou en Suisse, je peux vous dire que les panneaux de signalisation, ils sont en minuscules, puisque votre œil est habitué à lire des minuscules. Enfin, voilà. Donc là, on pourra en parler des heures, mais voilà. Voilà. Bon, merci.